Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Pascal, pour vos mots, pour vos revendications également, et je vais tâcher d'y répondre, mais également pour toute la confiance avec laquelle on a pu travailler ces derniers mois avec vous, vos équipes et l'ensemble de la profession. Alors, en complément de mes propos introductifs, je voulais insister sur 3 points précis, 3 convictions qui sont profondément ancrées dans mon action au quotidien et sur lesquelles je pensais important de pouvoir revenir. La première de mes convictions, vous l'aurez compris, c'est que effectivement l'acte de construire passe d'abord par l'acte d'aménager, inévitablement, et que c'est la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure qui est essentielle parce que c'est le premier maillon de la chaîne, et puis parce que effectivement penser le logement sans penser l'espace est quelque chose qui ne peut fonctionner. Une fois qu'on a dit ça, la table ronde l'a très bien montré. Est-ce qu'il faut un rééquilibrage entre les différents territoires? Évidemment, oui. Évidemment, il faut un rééquilibrage, mais moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui sont favorables à ce que les géographes, en dépit de tout l'attrait que j'ai pour les géographes, de la spatialisation du territoire, comme on dit. Alors pendant des années, on a parlé d'une France en 3 territoires. Vous aviez la France des métropoles, la France périurbaine et la France des ruralités. Aujourd'hui, et vraiment j'espère que la table ronde et les intervenants de tout à l'heure n'en prendront pas ombrage, mais on essaye d'expliquer que cette spatialisation n'était peut-être pas effectivement la bonne et qu'il faudrait revoir. Alors on nous explique, y compris nos services d'ailleurs, que vous auriez une France cette fois-ci découpée en 4 sans faire le distinguo. Bon, moi je suis persuadé de plusieurs choses. Le premier, c'est qu'effectivement le rééquilibrage il est nécessaire, mais que deuxièmement, je pense qu'il y a eu un énorme loupé dans nos politiques d'aménagement, c'est que au-delà des métropoles, quels que soient ces débats sur le ruissellement des métropoles, au-delà des métropoles, il y a surtout eu un manque ces dernières années, c'est d'autres pôles de centralité, des pôles de centralité secondaires, ce qu'aujourd'hui on appelle des villes moyennes. Et donc on a constitué un espace, un aménagement du territoire, sans se poser la question de ce que pouvaient être des pôles de centralité autres que uniquement les métropoles. Et c'est notamment toute l'action qu'on a fait avec qu'on a appelé cœur de ville, mais qui, derrière tout ça, est une vraie politique d'aménagement du territoire, en se demandant est-ce qu'il n'est pas grand temps de faire d'autres pôles d'activité, d'autres pôles de centralité que sont les villes secondaires et pas uniquement les métropoles. Ça, c'est ma première conviction. Ma deuxième conviction sur ce volet-là, c'est qu'il faut arrêter de parler de ruralité, de la ruralité, il faut parler des ruralités, et qu'il n'y a pas un territoire qui est le même qu'un autre. Et trop souvent, notamment dans le débat politique, on le voit, et moi je suis le premier à en subir les caricatures. Vous savez, on nous dit oui, ce gouvernement, c'est le gouvernement des métropoles face à la ruralité. Bon, non seulement ça n'est strictement pas le cas, mais d'autant plus, ça ne veut rien dire. La ruralité ne veut rien dire. Il n'y a pas une ruralité, ça n'existe pas. Moi, je suis ingénieur agronome. Je peux vous dire que la ruralité est très différente dans des endroits, y compris sur les productions que vous pouvez y avoir. Vous avez des visages qui sont très différents les uns des autres. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est le point qui est essentiel, c'est comment on passe à la territorialisation de l'ensemble de nos politiques. Et c'est un point qui est revenu précédemment. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître la différenciation des territoires. Alors, ça paraît une évidence, mais effectivement, notre droit, y compris notre Constitution, aujourd'hui, ne le permet pas. Vous savez, ce fameux droit expérimenté, l'expérimentation territoriale. Aujourd'hui, notre Constitution nous dit qu'il est possible d'expérimenter que si ensuite on généralise. C'est ça que dit la Constitution. Ce qui veut absolument tout dire, c'est-à-dire qu'on aurait une solution qu'on pourrait mettre en œuvre si seulement si on l'applique sur l'ensemble du territoire. Et donc ça, c'est un des éléments, cette différenciation que nous sommes en train d'introduire dans le cadre du débat sur la réforme constitutionnelle qu'on porte et qui était d'ailleurs un engagement de campagne du président de la République. La deuxième question, c'est le fameux zonage dont Jacques Chanu parlait. C'est vrai qu'il y a un truc de dingue dans la politique du logement, littéralement de dingue, c'est qu'on a réparti le pays dans des zones. Alors vous avez la zone A, A1, B1, B2, et puis C. Et puis la zone B2, en fait, quand vous regardez, la zone B2 dans l'Oise n'a juste rien à voir avec la zone B2 dans le Bas-Rhin.
Parce que dans un côté, vous allez avoir un attachement au cœur de ville du village qui est incroyable, et donc personne ne va vouloir, y compris construire en périphérie du village, et de l'autre côté, vous allez avoir un centre-ville qui va être complètement délaissé, avec énormément de nouveaux pavillons qui vont se construire aux alentours, avec une artificialisation des sols, et un centre-ville qui va péricliter. Et ça, c'est pour plein de raisons. C'est d'abord l'appropriation identitaire du territoire qu'on peut avoir, et puis les politiques menées par les élus locaux. Bon. Moi, en tant que ministre, la seule possibilité que j'ai pour influer sur ces politiques d'aménagement, c'est dire toute la zone B2 de France, vous serez traité de la même manière. Ça ne peut pas marcher. On est d'accord, ça ne peut pas marcher. Alors, il faut, et moi je le pousse, il faut passer une territorialisation de ces aides. Il ne faut pas se mentir, c'est un chantier qui est incroyablement compliqué. Pour des raisons techniques, parce qu'il s'agit là d'aides fiscales, et de territorialiser les aides fiscales, c'est extrêmement compliqué. On est en train de lancer une expérimentation dans la région Bretagne. C'est un des points sur lesquels on a beaucoup travaillé pour voir dans quelle mesure il sera possible de plus territorialiser, y compris les aides fiscales en termes de zonage. Moi, j'y crois profondément. Encore une fois, je ne vous promets pas de le faire dans les tout prochains mois, mais je m'engage à une chose, c'est de travailler en ce sens, parce que la politique du logement, la politique d'aménagement ne peut faire sens quand elle est décidée par des outils qui ont autant d'influence que sont les outils fiscaux, avec une vision qui est soit binaire, soit tertiaire, soit parfois à 4 ou 5 volets, mais qui reste très théorique depuis cette définition, depuis Paris, comme le disait Jacques Chenu. Et c'est la même chose, tout à l'heure j'entendais des propos sur la densification. Est-ce qu'il faut densifier ou pas ? Là aussi, une politique de densification en tant que telle n'aurait aucun sens. Par contre, pouvoir densifier à certains endroits est indispensable. Vous prenez des zones, quand vous êtes à 25 minutes du centre d'une métropole, y compris Paris, et que vous voyez qu'en moyenne c'est du R+2, il y a un élément choquant. J'étais avec un opérateur, un constructeur qui récemment me disait qu'en Île-de-France, ces 10 dernières années, il avait construit à peu près la moitié de ce que le PLU lui permettait de construire. Là, vous avez un véritable problème. Parce qu'effectivement, dans certains endroits, il faut construire la ville sur la ville. C'est pour ça que notamment, on est en train de réfléchir à des dispositions favorisant la densification dans certains endroits, mais en aucun cas, il faut l'imposer. Dans d'autres endroits, cette densification ne fait pas sens. Et ça, ce n'est pas une question uniquement de zone tendue, zone détendue. C'est aussi une question d'artificialisation des sols qui me paraît extrêmement important. Bref, vous l'aurez compris, mon premier message que je voulais partager avec vous, c'est que cette politique d'aménagement, il ne faut aucun dogmatisme dessus et il faut essayer le plus possible de la repositionner vis-à-vis du territoire, avec ses spécificités. C'est compliqué parce que ça nécessite de modifier la Constitution, ni plus ni moins. C'est compliqué parce que ça nécessite de revoir nos dispositifs fiscaux, ni plus ni moins. Mais c'est indispensable parce que c'est comme ça qu'on fera une vraie politique, à mes yeux, pertinente. Le deuxième message que je voulais partager avec vous, c'est que je pense que ce n'est pas un gros mot et que vous le comprendrez aisément. Le défi qui est le nôtre, c'est de passer de la procédure au projet. Aujourd'hui, et c'est peut-être un bon ingénieur que je suis, aujourd'hui, on a trop souvent mis de côté l'approche projet pour faciliter des procédures, des instructions par le cadre procédural et pas par une approche projet. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas la norme qui doit dicter le projet, mais c'est le projet qui doit dicter la norme, sans pour autant diminuer en rien de la qualité et des objectifs imposés par la norme. Je vais prendre des exemples très concrets. Le code de la construction, vous le connaissez par cœur, c'est un code qui est prescriptif. C'est-à-dire qu'il ne fixe pas simplement les objectifs, il est prescriptif. Il vous dit des chemins pour aboutir à certains de ces objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez beau être le Xème ministre du Logement de la Ve République, à chaque fois, la première chose qu'on vient vous dire quand vous êtes nommé, c'est qu'il faut simplifier les normes. À chaque fois. Moi, c'est ce que j'ai répondu quand mes services sont venus me voir en me disant « Monsieur le ministre, il faut absolument simplifier les normes ». Je trouve ça un peu bizarre parce que depuis que j'ai une conscience politique, j'ai l'impression que tous les ministres du Logement disent « On a un super plan, on va simplifier les normes ». Et en fait, il est où le problème ? Le problème, c'est que le code de la construction, il a été créé comme ça, avec un volet prescriptif et pas simplement un volet d'objectif. Et donc, on est, ni plus ni moins, en train de réécrire le code de la construction pour le rendre non pas prescriptif, mais pour faire en sorte que ce soit les objectifs qui incombent et laisser aux opérateurs que vous êtes la possibilité d'accéder par le chemin que vous souhaitez à ces objectifs fixés. Et c'est vrai également dans
le logement, mais aussi dans l'urbanisme et l'aménagement, et c'est le fameux permis d'innover, ce permis d'innover qui avait déjà été introduit par le passé et qu'on renforce significativement dans la loi Élan, en permettant de l'étendre à toutes les opérations de partenariat, aux opérations, grandes opérations d'urbanisme ou aux opérations de revitalisation du territoire que votre présidente évoquait tout à l'heure. Ça, c'est le premier point, une approche projet fondée sur la liberté redonnée aux acteurs. Deuxième point, c'est une approche projet fondée sur la confiance entre les acteurs. On en parlait avec les élus locaux ce midi, en se demandant, mais par quel bout de la lorgnette faut-il prendre un projet ? Est-ce que c'est l'élu local ? Est-ce que c'est le promoteur ? Est-ce que c'est l'aménageur ? Est-ce que c'est le constructeur ? Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être la loi qui le définit. Mais en revanche, la loi, et c'est ce qu'on a essayé de créer avec ces projets partenariaux d'aménagement, et je voudrais vraiment vous rassurer, Madame la Présidente, là-dessus, ce qu'on a essayé de créer, ce n'est non pas une nouvelle procédure, mais c'est un cadre dans lequel l'ensemble des acteurs peuvent discuter. Ça nous paraît être la bonne approche pour pouvoir avancer plus rapidement. J'ai la faiblesse de penser que cela va marcher, en tout cas, je vais y mettre toute l'énergie nécessaire avec Jacques Mézard pour que ce soit le cas. On a en fait lancé un appel à manifestation d'intérêt avant même que la loi ne soit adoptée. Et au moment où je vous parle, en l'espace de quelques mois, on a déjà 85 projets partenariats d'aménagement qui nous sont remontés. 85. Donc j'ai vraiment le sentiment que ça peut être un dispositif qui va fonctionner. De la même manière, les opérations de revitalisation du territoire, qui répondent d'ailleurs à certaines demandes évoquées lors de la table ronde, et qui visent là aussi à redonner la main aux élus locaux pour définir les voies et moyens de redynamiser les centres-villes des villes moyennes ou les centres-villes des centres-bourgs. En donnant par exemple la possibilité de dire est-ce que oui ou non la CDAC doit statuer sur tel ou tel projet de nouveaux centres commerciaux à l'extérieur ou à l'intérieur de la ville en question. Bref, même approche, une approche qui part du territoire mais qui donne aux élus locaux et aux aménageurs plus de pouvoir de décision pour définir dans quelle mesure l'urbanité ou l'aménagement va se faire. La loi Élan, elle va aussi permettre, et je vous remercie Madame la Présidente parce que vous l'avez mentionné, d'aller plus vite cette fois-ci dans la réalisation du projet. Alors, c'est des mesures très techniques et mes équipes donc vous le détailleront demain, mais on a été même très agréablement surpris parce que par exemple la commission mixte paritaire est allée même plus loin que ce dont, entre guillemets, on s'attendait, ce à quoi on s'attendait, sur les procédures de ZAC. Aujourd'hui, il y avait plusieurs points qui étaient en attente. Il y avait notamment, de votre part, une clarification demandée quant aux consultations par voie électronique. On a tous en tête ces problèmes juridiques, cette instabilité juridique qu'on a pu vivre par le passé. Mais c'est aussi des simplifications pour faire en sorte que la concertation en amont de la SAC puisse pouvoir emporter les concertations simplifiées au titre de l'ensemble des projets inclus dans la ZAC. Enfin, on simplifie les dispositions afférentes à cela, qui était un projet fortement porté là aussi par l'Union. De la même manière, pour les ZAD, on va pouvoir étendre la durée des ZAD afin de favoriser les prix du foncier figé dans le cadre de grandes opérations d'urbanisme. Il y a également, pour aller plus vite dans les projets, ces permis multisites que vous évoquiez, et vraiment je veux insister dessus parce que ça me permet être là aussi une avancée importante que vous avez profondément portée. Donc au final, un premier message qui est sur l'aménagement, mais en tant que territorialisation, parce que ça me paraît être un élément essentiel. Un deuxième message qui est une approche qui est la nôtre, qui est vraiment cette approche projet, à la fois dans sa mise en œuvre, mais également dans son accélération. Et puis un troisième message que je voulais partager avec vous, qui est sur l'application de la loi et notamment le volet financier. Ce dont je viens de parler, c'est le contenu de la loi Élan et le contenu de toute la dynamique qu'on a essayé de porter. Comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, et c'est d'ailleurs, je dois vous l'avouer, une sorte de frustration pour le ministre que je suis, évidemment, lorsque vous essayez d'aller plus vite dans l'acte de construire, à la fin des fins, un acte de construire, ça prend toujours du temps. C'est comme ça, c'est ainsi, et c'est bien normal. De toute manière, il n'est pas possible de faire autrement. Il faut le temps de la durée et de l'instruction et de la construction. Mais effectivement, il faut que pendant que notre loi portera effet, il faut absolument, à mes yeux, qu'on puisse continuer à accélérer, mais surtout qu'on puisse donner de la visibilité. Et moi, j'insiste dessus parce que je trouve que pendant
beaucoup d'années, on a à chaque fois modifié les règles en cours de jeu. Quand vous modifiez les règles en cours de jeu, c'est juste impossible de s'y retrouver. Là, je pense notamment aux dispositions fiscales. Alors, j'entends les demandes de Jacques Chanu, c'est de bonne guerre, si je puis dire. Moi, je pense qu'il y a un élément très important, et vous le verrez parce que ça a été présenté cet après-midi, c'est que pour la première fois, on ne va pas modifier les règles fiscales. C'était l'engagement que j'avais pris d'ailleurs l'année dernière, c'était de donner de la visibilité sur tous les dispositifs fiscaux. Vous savez, ces dispositifs fiscaux qui devaient tous s'arrêter en décembre 2017. On a pris un engagement, c'est de donner de la visibilité dessus. Oui, on a modifié de manière limitée, vraiment, parce que j'entends là aussi peut-être un côté marseillais dans les propos de certains, mais on a modifié vraiment à la marge les dispositifs fiscaux l'année dernière. En parallèle, on a donné une visibilité sur 4 ans, dans la plupart des cas, sur 4 ans, de l'ensemble de ces dispositifs fiscaux, sauf 2 ans dans le PTZ, zone B2 et C. Et ça, pour moi, le point le plus important que vraiment je voudrais que vous puissiez retenir, c'est que notre engagement est de donner cette visibilité, et une fois qu'on y a touché, c'est-à-dire l'année dernière, de ne plus y toucher. Objectivement, c'est extrêmement rare. Normalement, chaque année, vous vous demandez mais à quelle sauce on va donc être mangé, et donc ça met une instabilité totale dans le système. Voilà. On a fait les réformes l'année dernière sur le PTZ, sur le Pinel, et cette année, on ne touche à rien. Je pense que c'est très important. Ça n'est pas une annonce en tant que telle, si je puis dire, mais c'est peut-être plus puissant que beaucoup d'annonces, le fait qu'enfin l'État tient cette parole de visibilité, de lisibilité dans les dispositifs fiscaux. Alors, sur le financement, il y a un deuxième sujet qui, à mes yeux, est très important, c'est effectivement la libération du foncier. La libération du foncier, on a fait un point, et je crois que ça répond à votre demande, Madame la Présidente, essentiel, qui est qu'on a inversé la fiscalité sur les plus-values de cession du foncier. C'est un dispositif qu'on a mis en place sur une durée limitée, c'est-à-dire qu'il s'arrête fin 2020, et qui permet d'avoir un abattement de 100%, réciproquement 85 et 70, si vous vendez pour faire du social, de l'intermédiaire ou du privé. Avec un souhait fort qui est de faire un choc de libération du foncier. Tout n'est pas parfait, même si ça marche bien, c'est déployé. Et j'entends notamment, Madame la Présidente, votre point de la transparence avec l'aménageur. Je pense que c'est un vrai sujet sur lequel, effectivement, il faut qu'on travaille, sachant que des solutions doivent être trouvées pour faire en sorte que cette transparence ait lieu. Sur le foncier, j'attirerai aussi votre attention, et là, j'en appelle même à votre mobilisation. Vous savez, beaucoup de promoteurs, notamment, aujourd'hui, disent « mais nous, on est prêt à caper nos marges si seulement si on arrive à caper les prix des fonciers ». Et je pense qu'on a tous une responsabilité dessus. Nous, État, parce qu'on n'est pas du tout exemplaire quant à la vente du foncier de l'État, les élus locaux, parce que tous, et c'est pas vrai pour tous, hein, mais tous n'ont pas complètement arrêté le système des enchères dans le cadre de la vente du foncier, ce qui peut poser un vrai problème parce que ça fait une inflation des prix énorme. Et vous, aménageurs, je pense que vous avez un rôle qui est de diffuser les bonnes pratiques. Moi, j'en vois au moins une, et je sais qu'elle est profondément appréciée ici, puisque le sujet est en cours de définition, ce sont les OFS. Je pense que les OFS sont une bonne solution, pas la seule, mais une bonne solution pour limiter les inflations de prix du foncier. Aujourd'hui, on en a trop peu qui se développent. Il n'y en a eu que 3 qui sont en exercice, une demi-douzaine qui sont en cours de développement. Et pour les faciliter, pour vous dire jusqu'à où on est prêt à aller, on va inclure les logements produits par les OFS dans le cadre des quotas SRU, les fameux BRS, comme on dit. Je suis désolé de ces termes abscons, mais les logements produits par les OFS vont être demain inclus dans le quota SRU. Parce que c'est un moyen, là aussi, de faire une maîtrise du foncier. Alors, au-delà de la loi de finances, au-delà de cette lisibilité sur laquelle je voulais vraiment insister, on a d'autres dispositifs et d'actions fortes sur lesquelles on a mobilisé beaucoup d'argent, nous et nos partenaires, que sont les bailleurs sociaux et Action Logement. Il y a évidemment l'action Cœur de Ville avec 5 milliards d'euros sur la durée du quinquennat. Il y a la rénovation urbaine, 10 milliards d'euros, où là aussi vous avez un rôle, vous aménageurs, essentiel à jouer. C'est quoi
la physionomie et l'ergonomie urbaine de nos quartiers de demain. C'est un enjeu ô combien important. Et puis, il y a la question des dotations aux collectivités, où là aussi, ça a été annoncé tout à l'heure, mais les dotations aux collectivités, sur la partie investissement, les montants restent très significatifs. Vous savez, dans la même logique de contractualisation qu'on a faite avec les collectivités, c'est-à-dire que les dotations aux investissements, que ce soit DETR, DSIL ou DPV, atteindront 1,8 milliard, soit les montants aujourd'hui observés, c'est-à-dire qu'on confirme cet investissement très important donné aux collectivités. Enfin, dernier message, et je m'arrêterai là, et je trouve ça très juste, et plusieurs d'entre vous l'ont dit tout à l'heure, ce qui est sûr, c'est que l'État ne peut pas tout. Soit dans la politique du logement, de la politique d'aménagement, l'État ne peut pas tout. Moi, je le dis avec beaucoup d'humilité. Tout seul, on ne peut y arriver. On ne peut y arriver que si on porte collégialement et une vision politique ou technique, mais une vision très claire, et une ambition de construire plus là où il faut construire plus, de rénover là où il faut rénover, de ne pas densifier là où il ne faut pas densifier, de densifier là où il faut densifier. Et moi, le rôle qui est le mien, avec Jacques Mézard, c'est que soit par la loi, que soit dans notre comportement au jour le jour, que soit dans notre relation avec vous, c'est de vous faciliter la tâche. Je n'ai vraiment pas la prétention de dire qu'on va faire à votre place, ou même qu'on va dicter ce que seraient les bonnes pratiques que vous devriez mettre en place. Non, notre boulot, c'est de vous donner les outils pour faire en sorte que vous, dans la responsabilité qui est la vôtre, que j'évoquais tout à l'heure, vous puissiez avancer le plus rapidement possible. Sachant que la tâche n'est pas facile parce qu'en plus, on rentre dans la période pré-municipale, et on le sait tous que la période pré-municipale n'est pas la période la plus favorable à la construction et à l'aménagement. Donc, l'enjeu qui est le nôtre collégialement est d'autant plus important. Pour vous faciliter la tâche, je voulais juste vous mentionner le fait qu'on a modifié, y compris le fonctionnement de notre administration, en créant une véritable cellule projet, où à sa tête, il y a une personne qui s'appelle Sabine Bayarguet, qui n'est là que pour accélérer les projets d'aménagement tout autour du territoire national. Donc c'est cette personne, Sabine Bayarguet, on vous passera les coordonnées, elle est là pour vous, avec une équipe qu'on lui a dédiée, avec ce changement d'administration qui ne se veut pas être une administration qui régule uniquement, mais une administration qui aide et qui fait, elle aussi, véritablement de la gestion de projet. Donc, tout problème d'aménagement que vous avez, toute accélération que vous souhaitez, ayez en tête que nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, et qu'on a notamment créé un point de contact pour cela. Voilà, Madame la Présidente, j'espère que je n'ai pas été trop long, que j'ai répondu le plus possible à vos questions. Je voulais vraiment, encore une fois, vous remercier pour la qualité du travail que nous avons eu. Je suis sûr que nous le continuerons avec vous dans vos fonctions, avec votre successeur, M. Rieussec, que je salue. Et en tout cas, un grand merci. Soyez assurés que nous sommes là à vos côtés et que l'enjeu d'aménagement est un défi collégial qu'on arrivera à relever ensemble, j'en suis sûr. Merci à vous.